Bonjour à tous. J'ai la lourde tâche de vous parler de droit en pleine digestion. Donc j'espère que je vais y arriver parce que le droit, ce n'est pas ce qui en général réveille le plus les personnes. Mais je vais m'efforcer de vous parler en termes très, très concrets. Alors, c'est pas celle-là. Si, voilà, ça marche. Alors, quelques rappels. On va faire, j'ai utilisé une technique qu'on appelle la technique de l'entonnoir, partir du plus général pour aller vers le particulier, puis faire des focus, surtout sur des points de vigilance que, en tant que juriste, j'ai identifiés. Quelques rappels, on parle de données personnelles d'abord avant de parler de données de santé. Et ça a été évoqué, on est gouverné maintenant par le RGPD. Le RGPD, c'est en gros ce que nous avions imaginé en droit français avec la loi informatique et liberté en 1978. Nous étions les précurseurs. À l'époque, on ne parlait même pas de Minitel. Et nous avions déjà dans l'idée du législateur français de protéger les données personnelles. Et heureusement, on a eu après ce RGPD qui est un règlement donc européen. Et nous avons une réglementation maintenant qui est totalement harmonisée sur le plan européen. Et nous avons, nous, Français, été les précurseurs sur ce plan-là. Donc les données personnelles protégées, j'ai donné quelques indications. Bien sûr, c'est le nom, prénom, l'adresse, le numéro de carte d'identité. C'est tout ce qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Et dans ces données personnelles, on a une sensibilisation très particulière sur les données de santé. J'ai trouvé ce chiffre que je trouve assez significatif. En 2013, nous avions 153 exaoctets de données de santé produites dans le monde. Et en 2020, nous avons 2314 exaoctets. Et c'est un chiffre qui est en progression exponentielle. Ce qui démontre que donc, les données de santé sont de plus en plus courantes, de plus en plus dématérialisées. Je crois que ce truc-là, il ne va pas rester longtemps. Un petit... C'est celui-là, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Un petit rappel, parce que dans l'imaginaire collectif, on a un peu l'impression que les données personnelles et donc les données de santé, c'est en quelque sorte un plafond de verre, qu'on ne peut pas les traiter, que c'est intouchable, que c'est hyper protégé. Non, ce n'est pas un droit absolu. Le RGPD le dit clairement, c'est un droit relatif. Relatif, c'est-à-dire que c'est un droit qui doit être posé en parallèle avec d'autres droits, tout aussi essentiels, comme le droit à la sécurité, la santé publique, les droits du patient. Donc il faut bien sûr le mettre assez haut dans la hiérarchie, ce droit à la protection des données personnelles, mais pas le placer non plus sur un piédestal à partir duquel on ne pourrait pas du tout y toucher. Et on a eu un exemple malheureusement très concret pour voir que ce droit n'était pas un droit absolu, c'est la crise du Covid-19, où pas mal de dispositions ont été prises, et on s'est posé très vite la question, mais est-ce que là on touche aux données de santé? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Et la CNIL et les tribunaux français se sont tous positionnés en disant non, il n'y a pas, c'est pas quelque chose d'intouchable, on peut traiter les données de santé. Il faut simplement concilier liberté personnelle et la récolte des données personnelles. Je vais y arriver à toucher, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, voilà, j'y arrive. Non. Ah oui, en fait, il y a un petit temps de latence, il faut que je sache. Voilà, on va y arriver. Qu'est-ce qu'une donnée de santé? Une donnée de santé, le RGPD donne une définition qui n'est pas très éclairante, puisqu'on nous dit que c'est l'ensemble des données se rapportant à l'état de santé d'une personne concernée qui révèle des informations sur l'état de santé physique ou mental, passé, présent ou futur de la personne concernée. Bon, là, comme vous l'avez dit, on enfonce un peu une porte ouverte. Oui, on se doutait bien de ce qu'était une donnée de santé. Il y a trois pistes pour savoir déterminer un peu plus précisément ce qu'est une donnée de santé. Ce sont d'abord toutes les informations relatives à une personne physique, collectées lorsqu'elle est prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de soins. Il y a aussi ensuite les informations obtenues lors de tests ou de l'examen d'une partie du corps, y compris les substances corporelles. Et il y a enfin les informations concernant toute pathologie, handicap, risque de maladie. Voilà, vous avez la définition qui vous est donnée. Entre donc dans la catégorie des des données de santé, lapsus non révélateur, des données de santé qui le sont par nature, bon, celles qui sont évidentes, les antécédents médicaux, maladies, prestations de soins réalisées, etc. Celles qui vont l'être par croisement de données. Un exemple tout simple, vous prenez le poids, vous prenez la taille, vous croisez les deux, on a l'indice de masse corporelle, donc c'est bien une donnée de santé qui va être protégée. Et on a encore plus globalement des données de santé qui le deviennent en raison de leur destination. Et là, on évoque
des infos qui, a priori, ne sont pas des données de santé, mais qui vont le devenir, qui sont susceptibles d'être utilisées sur le plan médical. Par exemple, l'origine ethnique d'un patient qui va permettre d'adapter son traitement. L'origine ethnique, ce n'est pas une donnée de santé, mais puisque ça va être utilisé pour adapter le traitement, ça devient une donnée de santé. La CNIL a apporté... Voilà, non, on revient en arrière. La CNIL a apporté quelques précisions. Je passe rapidement parce que ce n'est pas l'essentiel sur ce qu'il fallait intégrer dans les données de santé. La protection, elle est nécessaire quand la donnée de santé fait l'objet d'un traitement. Si c'est une donnée de santé pure, il n'y a pas de réglementation applicable puisque c'est une donnée de santé pure. Il faut qu'elle fasse l'objet d'un traitement et le traitement, c'est une définition aussi très large proposée par le RGPD puisque c'est toute opération. Alors toute opération enregistrée, organisée, conservée, modifiée, rapprochée avec d'autres données, c'est un traitement et ce traitement va permettre de rentrer les données de santé dans un cadre juridique. Des fichiers, mais pas seulement des fichiers. Il peut s'agir, par exemple, dans le cadre du Covid, on a vu cet exemple, avec les caméras thermiques. Vous placez des caméras thermiques à l'entrée de bâtiments privés, de bâtiments publics, pour déceler la température d'une personne qui rentre. Et la CNIL a été saisie en disant « Mais est-ce que là, on n'est pas sur un traitement de données personnelles sur la santé? Faut-il une autorisation? Quel est le cadre ?» Et la CNIL a répondu en dissociant deux hypothèses. Si la personne se place volontairement dans le champ d'une caméra thermique, qu'elle décèle qu'elle a de la température, qu'elle décide de rentrer ou de ne pas rentrer, tout va bien. Si ça devient une condition pour que la personne entre dans le bâtiment, c'est illégal. On ne peut pas refuser l'entrée à une personne qui aurait de la température en passant sous une caméra thermique. On parle de la France et de l'Union européenne. Pensez à ce qui s'est passé dans d'autres États du monde où les libertés étaient quand même beaucoup plus restrictives. Le régime juridique est un régime très particulier. Le principe, attention, il y a beaucoup d'exceptions, le principe, c'est qu'il est strictement interdit de traiter des données à caractère personnel concernant la santé. Mais derrière ce principe, nous sommes en France, donc, et dans l'Union européenne, il y a beaucoup d'exceptions. D'abord, la personne peut donner son consentement au traitement de données de santé. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'interdiction. Le traitement peut aussi se révéler nécessaire à la préservation de la santé de la personne. Dans ce cas-là, le traitement est autorisé. Et dans tous les cas de figure, les textes posent des droits fondamentaux pour les patients. Les droits fondamentaux, ils sont au nombre de 6. Loyauté de la collecte et l'information des personnes concernées. Loyauté, ça veut dire légalité, ça veut dire transparence dans la collecte des informations. On ne le fait pas dans le dos du patient, le patient est informé, il sait qu'on collecte des données. Détermination de la finalité du traitement, on doit expliquer pourquoi on a besoin de ces données de santé, quel est le but poursuivi, et ces données, les données collectées doivent être proportionnelles au but poursuivi. On ne collecte pas beaucoup de données en se disant « on ne sait jamais, peut-être que ça nous servira plus tard ». Ça, c'est illégal. On collecte les données strictement nécessaires au but poursuivi. Droit d'accès, de rectification d'opposition pour la personne concernée. Sécurité des données, ça c'est un point un petit peu faible dans le dispositif. J'y reviendrai plus tard, rapidement. Mais les données qui sont hébergées en France, dans l'Union européenne, ça va. Tous les États respectent les mêmes dispositions et les hébergeurs sont soumis à ces dispositions. Dès que les données de santé quittent le giron européen pour aller dans d'autres États, pour ne pas le citer, les États-Unis, là, ça devient un vrai point de fragilité, puisque sur le territoire américain, ces données, bien que venant de la France, par exemple, peuvent être récupérées par le renseignement américain. Ce n'est pas du fantasme ce que je vous décris, mais il n'y a pas de protection sur les données de santé hors Union européenne. Donc sur l'hébergement, il faut toujours être très précis et très vigilant sur le fait qu'il faut privilégier l'hébergement dans l'Union européenne. Limitation de la durée de conservation des données en fonction de la finalité du traitement des obligations légales et la libre circulation, c'est ce que je viens d'exposer, dans l'Union européenne, parce que la protection est harmonisée. D'une manière générale, côté patient, il a des droits essentiels, droit à l'information sur le traitement, l'identité de son responsable, droit d'accès aux données collectées, droit de rectification, mise à jour des données périmées ou erronées, droit d'effacement des données inexactes, droit d'opposition au traitement. Tout cela est assez connu. Il faut obtenir le consentement de la personne. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque.
on connaît tous l'adage « qui dit mot consent », ça ne marche pas en droit français. Qui dit mot consent, ça ne marche pas. Le consentement doit être explicite, donc univoque, par opposition à équivoque. Oui, je suis d'accord, oui, j'ai compris, et j'ai compris pourquoi les données de santé allaient être utilisées, dans quelle finalité, dans quel but, et je donne mon accord. Quelques exceptions à l'obligation de consentement, je les ai visées aussi assez rapidement. Pas de consentement, pas de besoin de recueillir le consentement du patient pour des raisons de prévention de la santé publique, on a vu avec le Covid, préservation des intérêts vitaux de la personne, appréciation médicale, médecine du travail, la gestion des systèmes et services de santé ou de protection sociale. Côté de celui qui traite les données de santé, il y a des obligations, il faut désigner un DPO, alors j'ai donné l'appellation anglo-saxonne, c'est le délégué à la protection des données. C'est une personne qui est interne ou externe à l'entreprise ou à la collectivité ou l'autorité qui collecte des données et qui va faire en quelque sorte l'intermédiaire entre la CNIL, qui est l'organisme de contrôle, et l'établissement. Donc c'est un sachant qui a les compétences, la connaissance pour connaître le régime juridique, qui va contrôler. Donc c'est un sachant, mais c'est un sachant qui surveille et qui contrôle et qui peut alerter, et qui a l'obligation aussi d'alerter la CNIL quand il y a une fuite de données, quand les contrôles s'avèrent mettre en évidence quelque chose qui n'est pas conforme. Cette personne doit avoir une indépendance intellectuelle pour informer la CNIL. Il y a eu quelques exemples récents où malheureusement les DPO n'ont pas tout à fait joué leur rôle. Tenue d'un registre des traitements, la tenue des registres d'un traitement, eh bien, les choses sont écrites. Pourquoi le traitement a été mis en place, qui est le DPO. A-t-on eu recours à un sous-traitant pour l'hébergement des données de santé? Oui. Où est-il situé? Quelle est la sécurité associée à ce sous-traitant? Quelles sont les finalités du traitement? Délai de conservation des données, ça, dans le comité éthique, je vois souvent des problèmes sur la conservation des données de santé parce qu'on met des durées qui sont 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et quand on pose la question, mais pourquoi une telle durée? On n'a pas toujours la réponse. Quand on n'a pas des réponses très, très judicieuses, on conserve pour le traitement, pour l'utilité du traitement, pour l'inciter du traitement, un peu plus peut-être si après il y a des publications, mais on ne va pas traiter on va pas conserver ad vitam aeternam des données de santé sur des personnes. Et description des mesures mises en place pour optimiser la protection des données, c'est une obligation de résultat. La réalisation d'une étude, il me reste 10 minutes 5 minutes, c'est tout à fait ce que j'allais dire. Il me reste 5 minutes, tout à fait. Il me reste 5 diapos, donc c'est parfait. La réalisation d'une analyse d'impact des risques relatifs aux données de santé, c'est une démarche préalable. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait a posteriori, une fois qu'on a traité les données de santé, puis qu'il peut y avoir quelques problèmes où on dit « oh là, peut-être qu'on a mal fait les choses ». On le fait avant le traitement, donc en préalable à toute opération. L'analyse doit comporter le détail sur les opérations de traitement, les mesures de protection et un rapport entre les bénéfices-risques. Récemment, à la CNIL, qui n'est pas si loin d'ailleurs géographiquement d'ici, la CNIL a épinglé 2 organismes de recherche qui, dans leur formulaire d'information destiné aux patients, s'étaient un petit peu mélangé les pinceaux et s'étaient trompés sur la durée de conservation. Ils l'avaient conservé plus longtemps que ce qui était indiqué aux patients. Et puis surtout, ils avaient dit aux patients, vos données de santé seront anonymisées. Et en réalité, les données de santé avaient été pseudo-anonymisées. C'est-à-dire que vous aviez 2 fichiers, un fichier avec les données de santé, le patient était mentionné sous forme de code, d'accord, mais il y avait un autre fichier avec le nom, le prénom du patient et le code associé. Vous mettez les 2 fichiers ensemble et vous pouvez identifier le patient. Donc anonymiser ne veut pas dire pseudo-anonymiser. Et la règle dans les traitements de données pour les organismes publics est celle de l'anonymisation et pas de la pseudo-anonymisation. Quels sont les risques identifiés aujourd'hui? Il y a 3 risques, je les présente aussi rapidement. On a eu une fuite de données massive, quand même 500 000 individus, données de santé de 500 000 individus qui ont été récupérés par des hackers qui ont trouvé la faille d'un logiciel qui s'appelle Daedalus, un logiciel qui équipe plusieurs laboratoires. Et c'est une fuite massive, 500 000 personnes. Et deuxième problème à côté de cette fuite, c'est qu'elle n'a pas été signée à la CNIL. La CNIL l'a informée par un article de Libération, un petit peu gênant. Et troisième difficulté, c'est que ces données, 500 000 données, étaient hébergées à Guernesey.
Guernesey, pas tellement soumis au RGPD, et l'éditeur qui, lui, alors le site était hébergé à Guernesey, et il y avait aussi une société californienne qui était dans le coup, donc société californienne, même pas peur du droit français. La CNIL n'a pas pu obtenir le retrait de ces données de santé sur un hébergement étranger. La CNIL a demandé à la justice française de bloquer l'accès à ces serveurs étrangers. Il a fait une décision de justice qui a été prise en quelques jours quand même, heureusement, mais quelques jours pour que la justice ordonne aux 4 opérateurs, aux 4 fournisseurs d'accès à Internet de bloquer l'accès. Le deuxième risque est un risque de discrimination accrue. Si les données de santé sont rendues publiques, si elles sont utilisées par les assurances, si elles sont utilisées par les banques, on va obtenir des discriminations totalement illégales et en plus pénalement répréhensibles. Le risque de réidentification, attendez, je vais trop vite, le risque de réidentification, ce qu'on disait, la pseudo-anonymisation. Les rançons logicielles, tout le monde en parle, mais c'est une réalité, puisqu'on a un doublement des signalements de fuites de données de santé chaque année. Chaque année, on a 2 fois plus de fuites. Et ça continue, donc on a un problème de sécurité. Et je voulais terminer quand même sur le cas de l'hébergement du Health Data Hub, parce que c'est aussi assez révélateur d'un léger problème dans notre système français, même si nous sommes au ministère de la Santé, puisque c'est hébergé par un cloud de Microsoft. Microsoft, c'est aux États-Unis. Et Microsoft, je vous ai mis entre guillemets le texte applicable en droit américain. Les entreprises américaines doivent communiquer les contenus de communication électronique et tout enregistrement ou autre information relatif à un client ou abonné qui sont en leur possession ou dont ils ont la garde ou le contrôle, que ces communications, enregistrements ou autre information soient localisées à l'intérieur ou à l'extérieur des États-Unis. Je le fais en cours et je mets le transcripteur en marge. Ça veut dire que les services de renseignement américains ont accès à toutes les informations qui sont hébergées aux États-Unis, que ça provienne de patients américains, de patients étrangers. Le Conseil d'État s'est positionné en disant « mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien que le HEV soit hébergé aux États-Unis ?» Et la réponse est une réponse technique, pour ne pas dire technologique. Nous n'avons pas la capacité technologique, c'est un peu triste, en France et même en Europe, nous n'avons pas la capacité pour héberger autant de données de santé. Donc la CNIL avait dit « mais bon, je surveille tout ça », puis Microsoft a pris des engagements pour qu'il n'y ait pas de fuite, d'accord. Et ça va durer que 2 ans, 2020, 2 ans. Nous sommes en 2023, ce n'est pas le scoop du jour, et on vient d'apprendre que la migration n'est pas possible avant 2025. Donc jusqu'en 2025, les données de santé seront hébergées toujours sur Microsoft, en attendant que des opérateurs européens et français comme OVH puissent apporter une solution technique pour héberger ces données de santé et offrir une proposition qui soit au moins comparable à ce que proposent les GAFAM. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas. Ah, si, ça y est, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine Béguin. On a le temps pour 1, voire 2 questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question. Ok. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Vous parliez du fait qu'en France, on soit sécurisé par rapport à la recherche du consentement explicite des personnes. Et en fait, on constate quand même qu'il y a une tendance à un glissement vers le consentement tacite, qu'on se satisfait du consentement tacite, donc de ce qu'on appelle le l'opt-out, notamment sur la récolte des données et sur les enjeux numériques. Et en fait, là où en fait, ce n'est pas un acquis, et il faut qu'on reste particulièrement vigilant quand même à ce qu'on n'ait pas ce glissement vers le fait d'être OK avec juste la recherche d'un consentement tacite. Voilà, c'était juste pour rajouter. Entièrement d'accord avec vous. Le consentement est univoque, pas équivoque. Le consentement est explicite. Si vous constatez qu'il y a eu une difficulté, il faut alerter, il faut saisir le délégué à la protection des données, il faut saisir la CNIL. Je suis d'accord avec vous, on le voit. Mon regret, c'est qu'il n'y a pas assez de remontée d'informations auprès des autorités. Les autorités, la CNIL sert à ça. Si la CNIL n'est pas saisie d'une difficulté sur un consentement tacite qui a été donné, la CNIL ne va pas intervenir. Saisissez-vous des autorités qui existent et qui sont là. Attends, on a juste une petite réaction là. Alors, je ne sais pas.
Oui, ça marche. Oui, très, très intéressant. Pour prolonger cette question, il y a une base de données en France qui est extraordinairement utile, qui est le SNDS. Et donc, quel est le niveau, le système national de données de santé qui provient des données de la CNAM, quel est le niveau de consentement, est-ce que vous pouvez expliquer quel est le niveau de consentement auquel consentent de façon consciente toutes les personnes malades qui sont dans les fichiers de la CNAM et dont les données de santé peuvent être utilisées à des fins de surveillance sanitaire et de recherche? Je connais pas la réponse, mais je trouve que c'est important que vous puissiez expliciter ça. Oui, alors on est dans une exception consentement. On est dans une exception consentement. Le droit français, je vous l'ai dit, c'est merveilleux parce qu'on a toujours des très grands principes et 72 exceptions. Donc ça fait partie, j'exagère en disant que 72 exceptions, mais ça fait partie des exceptions sur l'assurance maladie qui n'a pas exigé le consentement des patients parce qu'on met en avant que c'est la sécurité publique. Donc il n'y a pas de consentement pour ce service, pour cet hébergement-là. Et c'est hébergé en France. Donc au moins c'est bien. Une dernière Juste question. pour terminer, tu rappelais l'histoire à quel point la France finalement avait tiré vers le haut depuis les lois informatique et liberté, et finalement que la réglementation européenne, elle a suivi un mouvement où la France était précurseuse, ça se dit. Comment faire en sorte de garder en fait ce niveau d'exigence-là, parce qu'on entend quand même beaucoup décrier la CNIL, les freins réglementaires, la lourdeur qui serait franco-française. Et qui est sans doute une réalité, mais comment en même temps on ne baisse pas en exigence, qu'on ne tombe pas dans le nivellement par le bas et qu'on maintienne un haut niveau de protection et de garantie pour les citoyens, pour les patients. Alors, la CNIL, j'en pense, je n'ai aucune action, aucun intérêt dans la CNIL, j'en pense plutôt beaucoup de bien, parce que le crash test qui a été le Covid a montré que la CNIL a fait son boulot et elle a adressé des mises en demeure au gouvernement parfois en disant « mais là, ce que vous êtes en train de faire, c'est liberticide, je ne suis pas d'accord » et le gouvernement a dû revoir sa copie. Sur les applications, sur plein de dispositifs, peut-être que ça n'a pas été assez documenté, la CNIL a fait un vrai travail. Ce n'est pas parfait, on a un organisme de contrôle qui existe. Et pour maintenir le niveau d'exigence assez élevé, vous avez des droits, emparez-vous de ces droits.